Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier les inégalités de richesse et de pauvreté dans le monde à travers l'exemple de l'accès à l'éducation. Pour cela, nous allons comparer le système de l'éducation au Japon et ce qui se passe au Nigeria. Quand on regarde par exemple ces deux photographies de l'école au Japon, on constate que chaque élève a sa propre table, son propre matériel sur la table, donc trousse, cahiers, livres, et dans une salle de classe éclairée avec les bonnes conditions de travail. Ils peuvent même avoir accès à des ordinateurs et à Internet pour travailler. Inversement, au Nigeria, alors attention, je précise, c'est pas comme ça dans toutes les classes au Nigeria, mais c'est pour montrer la comparaison. On peut avoir dans ce cas des salles de classe extrêmement surchargées, comme on le voit ici. Les élèves sont extrêmement nombreux, voire même, effectivement, certains n'ont même pas de matériel avec eux. Ce sont donc des conditions de travail à l'école complètement différentes. Cela provoque une proportion de Nigérians qui ne savent ni lire ni écrire beaucoup plus importante. Vous avez seulement 69% des Nigérians qui savent lire et écrire, contre quasiment toute la population au Japon. C'est notamment lié au fait que, bah, justement, il y a beaucoup trop d'élèves par professeur en moyenne, 38 élèves par professeur au Nigeria, contre 16 en moyenne au Japon. Et du fait que justement, en plus, le Nigeria manque d'écoles, en plus du manque de professeurs, ce qui explique que bah, justement, le taux de scolarisation est beaucoup plus faible aussi, hein, parce que certains élèves n'ont même pas accès à une école près de chez eux. On a donc seulement 65% des enfants nigériens qui vont à l'école. C'est pas terrible effectivement pour le coup, ça veut dire qu'il y en a quand même 35% qui n'y vont pas. Après, c'est pas seulement lié au fait que ça manque de professeurs et d'écoles, ça peut être aussi une explication liée à une différence d'investissement des familles dans la réussite scolaire de leurs enfants. Ce qui se passe, c'est qu'au Japon, en plus des cours, dans une école obligatoire et gratuite, publique, la majorité des parents ont tendance à vouloir inscrire leurs enfants à ce qu'on appelle des juku, autrement dit des cours payants en école du soir. L'objectif, c'est de les faire progresser au maximum pour qu'ils soient les meilleurs et qu'ils puissent, dans ce cas-là, réussir à la fin du lycée les concours d'entrée des grandes universités, sachant que si on les réussit et qu'on intègre ces grandes universités très sélectives, bah, c'est la garantie après, a priori, d'avoir un très bon métier avec un très bon salaire. L'obsession de la réussite est telle que vous avez 40% des enfants de primaire qui vont dans les juku, 60% des collégiens, 77% des lycéens. C'est énorme. Ça fait des emplois du temps à rallonge consacrés au travail scolaire. Si je prends par exemple ici l'exemple d'un emploi du temps d'un lycéen dans l'équivalent de la terminale au Japon, eh bien il va d'abord faire ses heures de cours de 8h30 à 15h30 à l'école normale, classique, celle qui est obligatoire. Bon, généralement, il va y avoir 2 heures de détente dans des clubs qui sont dans l'école, hein, pour des clubs sportifs ou des clubs culturels. Mais après, bien souvent, donc pour beaucoup d'entre eux, ça va être donc les cours du soir dans les écoles privées. Pour un lycéen, entre 2 et 3 heures, c'est souvent effectivement ça qui se fait. Ce qui veut dire que les cours se terminent à 21 heures. Et c'est pas terminé, parce qu'après, il faut faire ses devoirs. Ça peut donc en fait travailler jusqu'à 23 heures, voire minuit. Ce sont des journées à rallonge, ça met une énorme pression scolaire aux enfants. Certains ne le supportent pas. C'est pour ça justement qu'en fait le Japon est un des pays où il y a le plus de suicides d'enfants, de jeunes, parce que la pression scolaire qu'on leur impose est beaucoup trop forte et certains ne la tiennent pas. Inversement, au Nigeria, on est dans une situation très différente. L'école est aussi obligatoire et gratuite. Par contre, la pauvreté des parents fait qu'il y en a plein qui disent à un moment donné à leur enfant, bon bah tu vas pas à l'école, on a besoin d'argent pour manger, donc va travailler et ramène-nous de l'argent. C'est comme ça, là, par exemple, que le taux de scolarisation à l'école primaire, il n'est que d'à peu près 72-73% pour les enfants. Donc ça veut dire que vous avez déjà plus d'un quart qui n'y vont pas. Mais ce taux de scolarisation diminue en fonction de l'âge. Donc, pour ceux qui poursuivent leurs études au collège ou au lycée, c'est encore moins. Et c'est encore plus accentué pour les filles qui vont encore moins à l'école. En fait, les parents se disent, bien souvent, les filles n'ont pas besoin d'aller à l'école parce que de toute façon, elles doivent travailler ou se marier. Donc, l'école ne sert à rien pour savoir lire et écrire. C'est pour ça justement qu'en fait, le taux d'alphabétisation, autrement dit, la proportion de personnes qui savent lire et écrire et compter, est beaucoup plus faible chez les filles, 60%, contre 78% pour les garçons. Donc il n'y a pas du tout un traitement égalitaire entre les filles et les garçons, très clairement. Alors que font dans ce cas les enfants qui ne vont pas à l'école? Eh bien, ils vont travailler par exemple dans les mines,
Ils vont travailler dans les champs, ils vont travailler dans les décharges pour essayer de ramasser des déchets, pour essayer de revendre ce qui peut être revendu. Ils vont faire des tâches ménagères à la maison, ce genre de choses. Vendre effectivement aussi au marché. C'est donc pas une journée de détente, hein, clairement, pour des enfants qui vont pas à l'école. C'est du travail, et en plus souvent très mal payé. Et de toute façon, ils gardent pas l'argent pour eux, c'est pour la famille, pour manger. Ces différences donc d'accès à l'éducation, elles expliquent des différences d'alphabétisation, on l'a dit, entre le Nigeria et le Japon. Donc au Japon, taux d'alphabétisation de plus de 99%, parce que justement les enfants vont très longtemps à l'école, plus de 10 ans, alors qu'effectivement là pour le Nigeria, là les enfants vont moins de 8 ans à l'école. Donc résultat, le taux de d'alphabétisation, je veux dire, est donc de seulement de 69%, parce que justement il y en a 25%, enfin 35 pardon, excusez-moi, qui ne vont pas à l'école, ils vont travailler. Alors que le Japon, au contraire, hein, ils vont tous à l'école quasiment et ils réussissent très bien au classement international PISA, hein. Le Japon, c'est le quatrième pays dans le classement pour dire les élèves réussissent énormément. Mais parce qu'il y a beaucoup d'investissements en fait de la part du Japon dans son système éducatif. Il investit à peu près 3,5% de son budget à l'éducation, ce qui n'est pas le cas du Nigeria, hein. Lui, il n'investit seulement que 1,7%, c'est deux fois moins. Or, justement, le Nigeria, qui a de l'argent, parce qu'il a du pétrole, bah, il doit en fait en dépenser largement plus de son argent pour construire des écoles, former des professeurs et faire respecter cette loi justement donc de l'école obligatoire et gratuite, hein, et interdire le travail des enfants, mais vérifier que c'est bien interdit et que les gens respectent cette loi. Si je résume, effectivement, là, pour le coup, tout ça, c'est en fait comment dire, résumé dans un indicateur qu'on appelle l'indicateur de développement humain. Il va résumer un petit peu les conditions de vie des habitants et du niveau de développement d'un pays, dans une population. Eh bien, ce qui se passe, c'est que l'IDH, donc indicateur de développement humain, il se calcule à partir de trois critères: l'accès à l'éducation, l'accès à la santé et le niveau de vie. Et il est mesuré entre 0 et 1. Donc quand vous êtes proche de 0, les conditions de vie sont très 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 mauvaises. Quand elles sont proches de 1, elles sont excellentes. Et bien donc justement en fait le Japon a des conditions de vie très bonnes parce que justement son IDH est à 0,92, donc proche de 1. Donc ça veut dire que les populations sont riches, elles vivent de manière effectivement donc très élevée. En fait ça veut dire que l'espérance de vie est très élevée. Et puis bah ils vont beaucoup à l'école, ils sont alphabétisés. Alors que le Nigeria, lui, au contraire, il a un IDH moyen de seulement 0,54. Donc les conditions de vie, elles sont moyennes. Donc les richesses par habitant, elle est vraiment pas ouf, hein, elle est pas très bonne. L'espérance de vie, elle est franchement moyenne, de même que le taux d'alphabétisation. On peut avoir des conditions de vie bien pires, là où dans ce cas-là, l'IDH est inférieur à 0,5, ça serait les pays en rouge sur la carte. Pour voir si vous avez compris cette leçon sur les inégalités d'accès à l'éducation. On compare dans ce cas-là le Japon, qui a donc en fait beaucoup d'enseignants, des écoles et un système de scolarité obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors que le Nigeria va manquer de professeurs, manquer d'écoles, les classes sont souvent surchargées et en plus vous avez 35% des enfants qui vont pas à l'école, ils vont aller travailler, alors que pourtant il y a aussi donc une école obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de 15 ans. Les causes, c'est parce que le Japon, c'est un pays riche et développé, même très développé, alors que le Nigeria est un pays pauvre et en voie de développement. Les conséquences dans ce cas-là, ça va être une inégalité d'accès à la scolarisation. Si tous les enfants au Japon vont à l'école, ce n'est pas le cas au Nigeria, seulement 65% des gens y vont, et encore, c'est plus en primaire qu'en collège, et plus les garçons que les filles. De même, le taux d'alphabétisation est aussi très différent. La quasi-totalité de la population au Japon sait lire et écrire. Ils ont même un niveau excellent en moyenne, puisque le Japon se classe quatrième au test PISA international, au niveau mondial. Alors qu'au Nigeria, il y a seulement 69% de la population qui sait lire et écrire, et encore plus que les hommes que les femmes. La solution de développement durable, c'est très clairement dans ce cas-là d'investir énormément d'argent dans l'éducation. Il faut former des enseignants, construire des écoles et faire respecter absolument cette idée de que l'école doit être obligatoire et gratuite, comme ça elle est accessible pour tous, en contrôlant bien le fait qu'elle soit respectée, cette loi, en interdisant vraiment le travail des enfants. Pour voir si vous avez compris cette leçon, voici quatre questions-réponses. À vous d'y répondre à l'aide de la leçon et du vocabulaire. Mettez la vidéo en pause le temps de répondre à ces questions-là et relancez la vidéo après pour voir la correction. Allez, mettez en pause. Et on imagine que là maintenant vous avez répondu aux questions, vous avez relancé la vidéo pour voir la correction. Eh bien, voici la correction.
Si vous avez les bonnes réponses, bravo. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de corriger vos réponses avant. Et je vous souhaite maintenant une bonne journée et à la prochaine.